je ne veux pas que ce que je fais soit utilisé par les gens que je combats. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans tabou les effets des inégalités raciales dans notre société sous un prisme écologiste, féministe et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, les montages, mixages, réalisations sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie et les prises de vue, montage vidéo sont l'œuvre de Alex Camara et son équipe qu'on remercie. Au-delà des émotions qu'il suscite en nous, l'humour contribue à la formation de nos imaginaires collectifs. À travers les sketchs, les chroniques et leurs spectacles, les humoristes dressent le tableau de la société actuelle et de ses tensions. Partie prenante des rapports de force qui la traversent, ils sont aussi le reflet des différentes croyances qui existent. Si leurs interventions peuvent avoir une vocation contestataire, est-ce qu'on peut aussi leur reprocher de renforcer les stéréotypes en jouant? Comment faire rire et dénoncer sans stigmatiser? Pour cet épisode qui s'annonce extrêmement passionnant, pour en parler, on a le grand plaisir d'avoir comme invité Walidia pour partager son expertise et son expérience. Salut Wally. Salut. C'est ma voix de podcast. Je suis comme ça. Ça va? Tu es humoriste, comédien. Ton spectacle 1 heure à tuer se joue à guichet fermé jusque juin 2024 à Paris et à partir de septembre 2025 dans toute la France. Tu es aussi chroniqueur sur France Inter dans l'émission de Charline Vanhoenacker, Le Grand Dimanche Soir, depuis 2023. Ah, depuis 2023 dans Le Grand Dimanche Soir et depuis 2020 dans l'émission de Charline. Qui a beaucoup changé de nom, pas. Oui, c'est ça. On va en parler. D'horaire. Qui a été contrainte, qui a été confinée au dimanche soir. Petite réunion. Alors peut-être que tu le sais, Walidia, dans Kiffe ta race, on a un rituel, c'est qu'on demande à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique dans le contexte français et moi comme une femme noire. Et toi, est-ce que tu te définis, et si oui, comment? Honnêtement, j'ai arrêté de me poser la question parce que de toute façon, la définition que tu te portes à toi-même ne sera pas celle qui sera en face de toi, qui sera choisie par les gens qui te voient et qui te percevront comme ils ont envie de le faire. Moi, en plus, je suis métis sénégalais avec une tête d'arabe, donc c'est à partir de là, t'as mis tout le monde dans le flou là. Ça crée des bugs. Ça crée beaucoup de bugs chez les gens, donc je me réveille pas le matin en me disant de quel côté je suis, où je suis, qui je suis pour les autres. C'est tout un questionnement que j'ai arrêté de me poser. Parce que de toute façon, je choisis pas les yeux de l'autre. Et surtout, je m'en fous. C'est ça qui c'est une bonne option. Et par le passé, est-ce que tu te définissais? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as voulu être défini, ou tu as justement constaté qu'on te regardait d'une certaine manière? Tu as des événements comme ça qui t'ont marqué dans ta vie? Ouais, parce que j'ai eu la chance en fait d'être dans beaucoup d'environnements différents, environnements sociaux différents, environnements régionaux différents, etc. Donc j'ai vu la perception des autres qui changeait en fonction de tellement de choses, en fonction du cadre politique, en fonction du cadre d'urbanisme, en fonction du passé familial des gens, etc. Que je me suis rendu compte justement que c'était une espèce de course infinie, d'essayer de dire je suis ci, je suis ça, reconnaissez-moi en tant que tel, etc. J'ai plutôt cherché le respect plutôt que la définition, en fait. Et une fois qu'il y a le respect, après, on peut rentrer dans des considérations. Je suis ci, je suis ça. Toi, tu es ci, toi, tu es ça. Avec grand plaisir. Mais la première étape, c'est un respect mutuel. Après, le reste, c'est des détails. Ouais, donc ça veut dire que si on te pose la question d'où viens-tu, mais sans le respect, tu réponds pas. Je réponds pas. Je m'en fous. En fait, parce que le d'où viens-tu, déjà, ça dépend quand il intervient. Il y a des moments, en fait, t'as pas besoin de savoir d'où je viens par rapport à ce qu'on va se dire. Bah, si avant de te dire bonjour, je te demande d'où tu viens, ça va pas. Non, ça va pas. Et puis, mais il y a plein de... Enfin, je veux dire, normalement, c'est pas une donnée qui doit rentrer en compte dans la conversation, sauf si c'est un truc détendu, on apprend à se connaître, etc. Mais il y a plein de situations de conversation, c'est pas ça. Et en fait, où cette question-là, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Et parce que moi, je te la pose pas. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de te la poser. T'as pas besoin de savoir, en fait. Non. T'as pas besoin de me situer. Non. Parce que, en fait, c'est pour ça, cette question-là qu'on la pose. C'est pour savoir. Exactement. Pourquoi t'es pas blanc? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire? Non, mais par exemple, entre Africains, on peut se la poser aussi. Oui. Tu vois, il y a souvent des trucs comme ça d'où tu viens parce que moi, je viens de là. Donc, par rapport à toi, d'où tu viens, quelle histoire en commun on a, quelles inimitiés on peut avoir. Tout ça, pour moi, si ça rentre en compte trop tôt, ça m'intéresse pas. Ça te définit trop vite. Alors que si on te demande d'où tu viens parce que t'es en retard, par exemple, là, c'est pas la même chose. Voilà. Là, on va dire d'où t'arrives. D'où t'arrives et pourquoi tu te fous de ma gueule.
Là, c'est toi qui as manqué de respect. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, hein, je le précise. Hein. C'est pas un exemple tiré de la vraie vie. Je suis arrivé à 16h39. J'ai rendez-vous à 16h30, je suis arrivé à 30. C'est presque à l'heure. Ça va, on est encore dans le quart d'heure parisien. Exactement. Moi, je dis toujours, si t'arrives avant le quart d'heure, c'est toi va. qui es mal poli. Et Wally, toi, tu as grandi dans les années 90 et tu es devenu humoriste. Qu'est-ce que, dans ton éducation, dans ton environnement, comment tu voyais les humoristes et qu'est-ce qui faisait rire et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? En fait, c'était pas tellement les humoristes qui m'intéressaient, c'était le rire, vraiment. Je trouvais vraiment que cette situation de rigolade, c'était la meilleure chose dans la vie, en fait. J'étais dans ce truc-là où dès qu'il y avait des gens marrants, j'avais envie d'être à côté, sans forcément le faire, sans forcément participer à ça, en fait. Mais je trouvais que c'était vraiment le moment où on se sentait le mieux, quand tout le monde est en train de se marrer. Et voilà, il y avait la culture un peu vanne de quartier, etc., où vraiment c'était des festivals de mecs qui t'étranglent de rire tellement ils sont forts, quoi. Et puis, j'étais beaucoup avec les grands frères de mes potes qui étaient très drôles aussi. Donc, j'aimais bien cette sensation et je pense que c'est ça qui a grandi en moi plus tard. J'ai aucune idée qu'il était possible d'en faire un métier. Vraiment pas. On voyait des humoristes, mais bon, on n'était même pas sensible à ce qu'ils racontaient. En fait, ça nous touchait pas. Et puis après, c'est vrai, quand il y a eu les épisodes Jamel Comedy Club, etc., on s'est dit, ah, c'est nous, ça. C'est des gens dans lesquels je peux me transférer. Donc là, c'est devenu peut-être un débouché professionnel. Oui, parce que justement, dans les années 70, 80, les humoristes venaient beaucoup des cafés-théâtres et c'était vraiment la scène des hommes blancs. On a vu quelques incursions arriver dans les années 80 avec des humoristes des femmes comme Muriel Robin, des Arabes, des Juifs, des Noirs comme Smaïn, Popek ou Éric Blanc. Mais c'est vraiment à l'horizon des années 2000 et notamment sous l'impulsion de la vague du Jamel Comedy Club qu'on a commencé à voir des humoristes qui nous ressemblaient et qui parlaient aussi de réalités qui nous étaient plus familières. Toi, dans quelle situation t'étais à l'époque? T'étais encore très très jeune. Et est-ce que tu t'es vraiment projeté dans la possibilité de devenir humoriste à ce moment-là? Pas encore. C'est-à-dire que c'était des étapes. C'est-à-dire qu'il y avait... souvent, je dis, il y a Coluche qui m'a montré ce qu'était ce métier. On a vu Jamel qui a dit « Ah, c'est un métier ». Et il y a eu le Jamel Comedy Club. Ça peut être un métier. Ça peut. Parce que on connaît souvent les trucs d'éclosion. Et puis après, tu peux en perdre plein sur le chemin, etc. Et puis c'était tout nouveau. Donc même ceux qui le faisaient savaient pas où ils allaient. Absolument. Ouais. Absolument pas où ils allaient. C'est le Jamel Comedy Club, ça fait partie de ces bugs dans le paysage audiovisuel français où personne en voulait, personne n'y croyait. Et puis au final, c'est ce qui a nourri le circuit humoristique depuis 15 ans, quoi. Donc c'était de l'inconnu. Moi, quand j'y suis allé, c'était déjà plus de l'inconnu. Il y avait déjà un parcours possible. Donc, il y avait si c'était une école de commerce, ils auraient pu dire après vous serez ci, ça. Tu pouvais avoir des réunions des anciens. Ouais, c'est ça. Que sont-ils devenus? Exactement. On a fait du cinéma. Exactement, c'est ça. Donc, tu avais quand même déjà un passif. Et toi, tu as commencé quand au Jamel Comedy Club? J'ai commencé en 2012, je crois. Ouais, donc il y avait déjà 5 ans d'histoire. Oui, ouais. c'était vraiment installé. D'ailleurs, c'était le deuxième souffle, en fait. Parce que pendant un moment, ils avaient arrêté les émissions de télé, ils produisaient plus d'humoristes, etc. Et Jamel a eu envie de le refaire à ce moment-là, et c'est là qu'on a été embarqués. Je vais citer la sociologue Nelly Kemener, qui indique que dans les années 70, l'humour était assez engagé contre le pouvoir, avec des figures de comiques bouffons, véritables perturbateurs des sphères du pouvoir, parlant au nom d'une classe populaire. Et que l'humour des années 2000 se caractérise par l'avènement des identités et des thématiques du genre et de la race, qui supplantent pendant un temps les jeux sociaux de classe. Est-ce que ça te parle, toi? C'est un peu mélangé, parce que, en fait, la classe et la notion de la classe, elle est aussi dans les années 2000. Elle est moins institutionnalisée, c'est-à-dire qu'on la définit moins, on se présente moins en tant que, mais tellement de choses y font référence qu'elle y est aussi. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus frontal dans les années 70-80, mais aussi parce que c'était des humoristes plus vieux. C'est-à-dire que c'était pas des gens de 20 ans qui venaient, à qui on donnait un micro, etc. C'était des gens qui avaient 30 ans, 40 ans, qui étaient dans un monde aussi qui était où ces classes-là étaient beaucoup plus identifiées. On les avait pas encore subdivisées en 3 milliards de catégories, donc c'était très simple de s'identifier en tant que prolétaire et de comprendre, parce qu'à l'époque, on les appelait encore les exploités avant de les appeler les défavorisés. Donc il y avait tout ce truc d'identification qui était plus simple. Et nous, on est arrivé dans une période où on a brouillé les pistes. On a eu la méritocratie, on a eu le quand on veut on peut, on a eu l'égalité des chances, on a eu tout ça. Donc
il y avait cette espèce d'illusion de, ouais, on peut nous aussi, on a le droit. Non, en fait, mais on va te le dire après. Ouais, donc en fait, on avait effectivement plus instauré l'idée selon laquelle qu'avec des ressources individuelles et avec un mérite personnel, on pouvait y arriver, alors qu'avant, la division entre, effectivement, comme tu dis, les prolétaires, les exploités, les patrons, les exploiteurs, les oppresseurs était plus évidente. Ouais, ouais. Et toi, en fait, est-ce que c'est justement cet humour des années 70, c'est un humour qui te parlait quand tu as commencé, ou tu le connaissais Je le connaissais, mais je le comprenais pas. D'accord. Je le T'étais très comprenais jeune, en pas. fait, t'avais Ouais, 20 ans. Mais, 25, même avant, ouais. c'est-à-dire que moi, j'ai été au contact de Coluche, Guy Bedos, etc. très tôt. Moi, je me rappelle, mon père, il écoutait Rire et Chanson. Donc, il y avait ces trucs-là. Mais c'était très compliqué de les transposer dans ma vie actuelle, déjà parce que j'avais pas le vocabulaire, parce que j'avais pas conscience de tout ça. C'est une espèce les inégalités, tu les vis sur des cas concrets. J'ai pas ça, il a ça, mais tu les vis pas au stade de société. Tu te dis pas, il y a un mécanisme qui fait que si je suis là, c'est parce qu'il y a une raison. Et t'en es pas là. À 15 ans, t'en es pas là du tout. Et donc, j'avais pas encore les armes pour comprendre ce qu'ils faisaient. J'ai rigolé plus de leur mimique et de leurs intonations que de leurs propos. Bah, sur Rire et Chanson, on rit parce que les gens y rient, en fait. Ouais, mais ça a été super important, cette radio. Franchement, Ah, mais en tout cas carrément. pour moi, ça a été super important. J'ai appris énormément de choses via l'humour que j'aurais sûrement pas appris ou appris beaucoup plus tard si j'avais écouté France Culture, pour lequel j'allais rien comprendre de toute façon parce que les mots avaient trop de syllabes à ce moment-là. Et puis, c'était pas drôle. Aussi. Alors Wally, on a quand même décidé de sortir tes dossiers. Ben, on voit. On voit. Parce que là, on te voit, France Inter, guichet fermé, etc. Donc, tu atteins des classes, voilà, Il y a eu un début. très bien installées. Ouais. Mais évidemment, tu as eu des débuts. Et c'est important que tu précises que, voilà, vous avez commencé beaucoup plus jeune. Enfin, vous avez commencé à être visible beaucoup plus jeune que les générations qui vous ont précédé. Et du coup, on va écouter un premier son de ta prestation au Marrakech du Rire en 2014. En plus, je suis très content d'être en Afrique parce qu'en tant que métis, j'ai eu une sale période dans ma vie où je disais ouais, la France c'est pas mon pays, je suis pas un Françaoui. Je suis allé en Afrique pour la première fois, je suis revenu. La France, la France, la France, du carrelage, ah, de l'eau que je peux boire sans voir la chiasse, merci. Les moustiques, piquez-moi et si vous avez pas le sida, je m'en fous. Je me suis fouetté avec du saucisson, je suis français. Bon, c'est marrant parce que du coup, ça fait écho à la manière dont tu te définissais moins au début de l'émission. Là, tu avais un vocabulaire peut-être plus précis par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça En fait, c'est que on était dans un truc de rejet très fort quand on était jeune parce qu'on se sentait rejeté. Donc, on était dans ce rejet de moi, vous voulez pas de moi, je suis pas avec vous. Je suis pas avec vous. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils te reprochent après. Ils te disent, mais vous êtes communautariste. Fais-moi rentrer dans ta communauté si tu veux pas que je sois communautariste. Mais bon, bref, ce cercle vicieux-là. Et donc, tu te raccroches à tes autres valeurs. Tu quittes les valeurs européennes, tu passes aux valeurs africaines. Et tu te définis comme ça parce que c'est ta seule arme de défense. Sauf que la vérité, c'est que tu n'es pas de là. Et tu peux le crier sur tous les toits. Tu n'es pas de là. Tu as une culture qu'il faut respecter, etc. Mais quand j'y suis allé la première fois, je dis oui, je suis pas de là. C'est sûr, je suis pas de là. C'est pas ton expérience, en Non. fait, c'est la culture de ton père, mais c'est pas vraiment l'expérience sociale que tu as. C'est pas ma vie. Ouais. Et évidemment, on peut voir ça comme si je dénigrais le Sénégal. C'est pas ça. C'est que c'est la vérité. Je suis allé là-bas, le robinet m'a manqué à des moments. Oui. Il y a des moments où le robinet, l'eau courante potable m'a manqué. C'est la vérité. Ouais. Qu'on soit d'accord, pas d'accord. Oui, bien sûr, tu as eu les coupures de courant. Allons au village, tu vas voir que oui. Et que quand tu dors par terre et que c'est à peu près à même la terre, etc., le carrelage, quand tu le revois, il y a du carrelage. Tu vois, c'est la vérité. Ce n'est pas comme ça partout en Afrique, heureusement. Et encore, si tu vois aujourd'hui, c'est encore... là, je te parle de ça, quand j'y allais, j'avais 6 ans, 7 ans. Donc, c'était années 90, etc. Et oui, tu te rends compte quand même du confort que tu avais. Et c'est de ça dont je voulais parler. C'est ce truc de, on fait bien les malins à dire on n'est pas ci, on n'est pas ça. Ouais. Quand tu vas, tu ranges un peu ce discours-là et tu dis oui. Moi, je dis que je souffre, mais ça souffre beaucoup plus que moi ailleurs. Oui, et puis c'est le paradoxe, des enfants d'immigrés. Enfin, on est beaucoup à avoir vécu ça. Oui, et je pense que aujourd'hui, quand on en parle, on se rend compte que, évidemment, l'idée, c'est pas de dire que la vie qu'ont vécu nos parents, d'où ils sont venus, c'était la même que celle qu'on vit aujourd'hui. Mais en fait, c'est l'oreille qui écoute
et qui va... en fait, tout à l'heure, on parlait de respect. C'est exactement ça. C'est que tu le dis parfois à des gens qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, on renforce les clichés ». Et des fois, quand on le dit à un public qui a le même rapport avec nous de amour, rejet et cette relation qu'on a en tant qu'enfant issu, comme on dit, de l'immigration et qui a cet aller-retour et ce va-et-vient entre plusieurs cultures, et ben on comprend en fait la valeur de ce regard qui se décentre aussi. Donc tu vois, c'est compliqué. Ça dépend avec qui tu regardes. C'est là où la phrase, on peut pas rire de tout avec tout le monde. Tu sais, c'est à ce moment-là que. Ouais, moi, je suis pas responsable de ce que les gens comprennent. Je peux pas gérer ça. Je peux pas contrôler ça. Ceux qui ont la même expérience que moi vont le comprendre très bien. Très très bien, ce truc de dichotomie entre des univers dans lesquels t'es plongé et que tu connais pas. Ceux qui ont envie d'y voir un message de dénigrement, ils vont le voir. Ceux qui ont envie de voir un truc de valorisation, ils vont. Si je devais être responsable de la compréhension de chaque personne sur les millions qui vont l'entendre, tu vas rien dire. Là, pour le coup, tu ne vas rien dire parce que c'est ingérable. Ouais, c'est impossible. On va écouter un deuxième extrait du même Marrakech du Rire. C'est fou, je suis métisse, ma mère est française, mon père est sans papier. C'était compliqué d'expliquer à mon père que je voulais devenir humoriste. Je lui ai dit, ça y est papa, joue au Jamel Comedy Club. Il m'a dit, arrête vite le connerie qui sort de ton bouche, des bâtards, des merdes là. J'ai dit, mais papa, je fais ce que je veux. Il m'a dit, je vais frapper ton tête fort. Hein. Je vais racler ça contre les crépis là. Ça va fermer ta gueule de cougnouf. Hein. Il dit, papa, arrête, ça me rapporte de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça, c'est bonne idée, ça. Casse-toi loin. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ce moment ? C'est marrant parce que c'est ce truc-là, au début, je voulais pas le faire. Ce truc-là, parce qu'en plus, mon père avait perdu l'accent. Il l'avait au tout début quand j'étais petit, quand il me lisait des histoires, etc. Et puis, il l'avait plus. Et en fait, j'étais dans une situation au Comedy Club où je commençais à rentrer dans d'autres délires. Je commençais à rentrer dans d'autres trucs. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Et j'avais ce truc-là, ce sketch qui est le sketch du daron, qui est classique, hein, c'est le sketch du daron qui veut pas que tu le fasses et dès que t'as de l'argent, il est content. C'est un truc, tu peux avoir n'importe qui, tout le monde l'a fait, celui-là. Et celui-là, je le fais et c'est un carton dans la salle. Tout le monde rigole. Je me dis, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand tu démarres, tu t'accroches au moindre rire qu'il y a. Bien sûr. Et donc, ça arrive comme ça. Et je me dis, je vais le faire. Et puis, je le fais. Et plus je le fais, plus ça monte, plus les gens, t'avais des gens qui se levaient quand je le faisais parce qu'ils attendaient que je le fasse. Donc, je me dis, ah oui, il y a quand même un truc qui se passe. Et aujourd'hui, par exemple, je le referai pas. C'est un sketch que je referai pas parce que ça représente plus mon père. Ça représente plus ce que je pense. Ça représente plus vraiment ça. Mais je me suis fait entraîner par un truc où tu te dis, ça marche. Moi, sur le moment, en plus, je voyais même pas trop de problème à faire ça, en fait. Et tu dis, si le rire, c'est une réaction que tu peux pas forcer. Si t'as pas envie de rire avec moi, tu rigoleras pas avec moi. C'est impossible. Même si t'as envie, si c'est pas très drôle, ça sortira pas. Et donc, c'était pour moi une validation. Donc, je me disais, ça va, tout va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends du recul, tu dis, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, c'est pas comme ça que j'aurais dû le dire, mais j'étais dans une situation où ça rigole, j'ai faim, je veux des sous, donnez-moi l'argent. Et sur les accents de nos aînés, tu vois, moi je dis que souvent tous les gens de ma famille qui sont plus âgés que moi, ils parlent avec un accent plus ou moins prononcé, tu vois. Et le fait c'est ils ont un accent, donc l'idée c'est pas de dire ils parlent sans accent, c'est faux, tu vois. Non, moi j'entends qu'ils ont un accent, donc. Mais maintenant aussi, ce qui me gêne, c'est le fait que des gens qui font l'accent pour que on se moque davantage de mes aînés qui en fait parlent beaucoup plus de langues que la moyenne, tu vois, nationale. Et en fait et aujourd'hui, et ça je le voyais pas à l'époque. Tu sais, c'est le fameux Michel Leb, enfin le sketch de Michel Leb là, tu t'attaques le dossier. Attention. Dossier Michel Leb, là, c'est quelque chose. Voilà. Et plein de gens me disaient, chacun a un vécu différent. Donc, il y a des personnes qui disent, ah, mais moi, quand même, je suis contente parce que il parlait de nous. Donc, on se sentait représenté quelque part, même si c'était une mauvaise représentation. Et d'autres qui disent, ah, non, si c'est pour parler comme ça, c'est pas la peine qu'il parle de nous, tu vois. Enfin, en fait, chacun a un rapport. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça existe. Et que, comme tu dis, de toute façon, que toi, tu ris ou pas, les gens vont rire. Donc, est-ce que toi, tu contribues ou est-ce que tu te retiens ? C'est vrai, c'est une question personnelle, ça, pour le coup. Il n'y a pas de... moi, en tant que spectatrice, c'est comme ça que je le ressens. En fait, ça dépend de ce que tu fais avec cet accent. C'est-à-dire qu'un accent, c'est rien. Un accent, c'est du lexique, c'est une façon de parler. Ce n'est pas ni péjoratif, ni affirmatif, c'est un accent.
Par contre, si la personne avec cet accent est à chaque fois très bête, là, tu fais autre chose. C'est là que tu dis autre chose. C'est que tu montres quelqu'un qui, c'est pas l'accent le problème, c'est sa stupidité. Et tu associes le fait d'avoir un accent avec quelqu'un de stupide. Et ça, c'est un mécanisme duquel, on a dû arrêter d'associer l'accent du bled, qui veut rien dire, du bled d'ailleurs, mais à quelqu'un de débile. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas l'accent. En fait, c'est exactement ça. C'est le fait de faire de leur accent un déguisement qui m'horripile. Parce que moi, en fait, c'est pas un déguisement chez moi. L'accent, c'est juste une partie de la vie, quoi. Donc. Et puis il y a aussi le fait de faire de l'accent un élément comique. C'est-à-dire que l'accent en lui-même, il est pas censé être drôle. Et en fait, tu vois, si tu te moques de la vanne parce qu'elle est drôle, c'est pas la même chose que si tu te moques de l'accent. Et en fait, si t'enlèves l'accent, s'il y a plus de vanne sans l'accent, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi la question, c'est quel rapport tu as avec l'accent? Est-ce que c'est juste descriptif ou est-ce que c'est un élément comique? Et tu vois, par exemple, Michel Leb, clairement, c'était un élément comique, c'était un élément même de suprématie blanche, parce que lui, il se posait en supérieur et décrivait des êtres qui étaient un peu limités, tu vois. Oui, mais c'est tout le problème. C'est la représentation de l'intelligence de la personne. En parlant d'accent, on va continuer à faire un extrait. Marrakech du Rire 2016. Non, parce que moi, j'ai un raciste, je l'ai croisé dans la rue, et tu sais, il m'a sorti la phrase préférée des racistes. Il m'a dit, toi, rentre chez toi. Il dit, bah, c'est la deuxième à gauche après le feu, je suis français, moi, qu'est-ce qu'on raconte? C'est un barman en bas de chez moi, tu sais, c'est un vieux raciste, il est là, il nettoie ses verres. Oh, c'est qui c'est qui est venu dans mon bar la dernière fois? Je suis chinois. Non. On va racheter ton bar. On va faire un karaoké. Il dit, calme-toi, le chinois. On n'est pas chinois, on est vietnamien. Alors, je m'en fous de la marque, il est con celui-là, qu'est-ce qu'il m'emmerde. Mais les Chinois, c'est rien à côté des Pakistanais. Les Pakistanais, ils proposent des roses à ma femme. T'as vu la gueule de ma femme, elle mérite même pas une pomme de terre, pour ils font ça. Avec leur langue de Pakistanais, on comprend rien, on dirait qu'il y a qu'un mot dedans, là. Quand ils parlent, on dirait qu'ils se lavent les dents. Alors là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu te mets dans la tête d'un raciste et t'imites la perception que le raciste a des minorités. Mais du coup, comment tu mets en scène ça? En fait, le truc, c'est que quand tu veux représenter un raciste, tu t'exposes à ce qu'il va dire. Et là où, par exemple, tu pourrais trouver un truc à redire ici, c'est que est-ce que c'est intéressant d'avoir sa parole à lui, en fait? Tu vois, c'est ça la question que je me posais pas en 2016 encore. Je voulais dépeindre un idiot, pour le coup, montrer l'idiotie de ses commentaires, etc. Mais tu te dis, au final, c'est sa parole que tu mets en avant. Et il y a rien de défense derrière. Il y a juste le fait que tu fais parler un raciste. On rigole de sa connerie, mais en même temps, ça reste quand même des propos racistes. Donc, il y a un nœud qui est pas bon. Et c'est pour ça que maintenant, quand je veux parler du racisme, je me mets plus de leur point de vue à eux. Et je parle d'eux sans les faire parler. Et si je les fais parler, c'est pas pour parler des autres. Mais tout ça, c'est de l'apprentissage, en fait. C'est de l'apprentissage. Moi, j'ai démarré l'humour en 2011-2012. Ça c'est quoi? C'est 2016, ouais. Ouais, donc tu vois, t'as pas encore ce recul-là. Du tout, quand tu le fais. Tu dis, putain, c'est marrant, je me fous de la gueule d'un raciste. Ça y est, t'as rempli ta mission dans ta tête, tu vois. Et puis, maintenant, tu vois, c'est quasi 10 ans après, je peux avoir le recul et te dire, non, là, il aurait fallu faire ci, faire ça, comme ça. Mais si je fais pas ça, je peux pas le comprendre. C'est aussi ça le problème. Après, on peut dire, ouais, mais ça c'est exposé, c'est Marrakech du Rire, etc. Évidemment. Mais si on laisse pas les humoristes apprendre, ils progressent jamais. Et derrière, t'as pas France Inter, t'as pas tout ça. Parce que tu t'es remis en question sur plein de trucs. Ce que je peux me donner à moi, c'est que j'ai pas attendu qu'on me le dise. J'ai regardé des trucs que j'avais fait, je dis non, ça, c'est pas le bon truc, c'est pas le bon prisme, parce que ça peut être utilisé dans l'autre sens. Et en fait, ma vraie question, c'est je ne veux pas que ce que je fais soit utilisé par les gens que je combats. Et à partir de là, quand tu te poses cette question-là, tu fais plus les mêmes erreurs. Mais je le dis et je le dirai toujours, les choses si tu reproches des choses au bout de 10 ans, c'est comme quand tu t'es embrouillé avec quelqu'un et que tu rentres chez toi, j'aurais dû dire ça, mais tu savais pas à ce moment-là. Tu ne savais pas. Donc, on était pareil. Donc, ne te mets pas en supériorité morale avec moi 10 ans après, c'est trop facile. Ah oui, parce que tout le monde a évolué, quoi. Ben oui. Je trouve ça hyper intéressant, ce regard que tu portes sur toi-même. Et ça, je l'ai lu dans un portrait dans Le Monde qui a été fait sur toi récemment, en décembre 2023. Tu dis que pour moi, une vanne est ratée quand elle est utilisable par des gens qui veulent nous nuire. Exactement. Donc, c'est exactement ce que tu dis, c'est que a posteriori, tu t'es dit, mais en fait, là, j'ai donné du grain à moudre. C'est ça.
aux personnes qui peuvent se moquer des communautés que je pourrais défendre, dans lesquelles je peux m'identifier. Et ça, c'est un bon, tu vois, c'est une bonne matière pour avancer. Ne pas se dire, ne pas être dans la défense, parce que il y a plein de gens à qui on dit t'as fait ça, ils disent bah non, j'étais pas raciste, et c'est pas ça en fait le propos. C'est pas de dire. C'est pas de se placer moralement, c'est juste de dire en fait on apprend tous, on a tous dit des trucs Bien sûr. qu'on redirait pas aujourd'hui. Bon, il se trouve que toi t'étais enregistré, donc Oui. voilà. C'est ça. Nous on n'a pas les mêmes os, mais voilà. Il y avait des contrats, de la pub. Bien sûr. Donc voilà, donc même c'est ça, plus j'en facile parle de beaucoup. venir te voir en disant attends, en 2016 quand même. Voilà. Oui, mais toi en 2016 tu disais quoi? Tu vois, c'est ça, sauf que toi c'était pas filmé. Et surtout que je dis c'est ça, c'est qu'en fait moi, surtout dans l'humour, j'ai fait ma période de stage qui était filmée. En Ouais, fait, c'est ça. c'était filmé, ma période Ouais. d'apprentissage, tout le temps, dès que tu fais un truc, parce que si tu peux pas, en fait, ce qu'il faut comprendre avec l'humour en France, c'est que à cette époque-là, déjà, il y a pas les réseaux. Enfin, il y a, mais c'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Les gens ne font même pas confiance aux réseaux. C'est-à-dire que tu ne convertis pas une vidéo qui marche en place de spectacle. Il y a un truc c'est deux mondes différents, c'est des gens très jeunes. Ça n'a rien à voir avec les réseaux tels qu'on connaît aujourd'hui. Donc, par exemple, si tu ne passes pas par la télé, pour remplir ta salle, ça va être impossible. Tu vas avoir, même quand tu fais déjà de la télé, c'est dur. Des fois, moi, je jouais, il y avait 10 personnes, 12 personnes dans des salles de 200, tu vois, donc tu le sens bien. Donc, t'es obligé de passer là-dedans, mais en fait, tu n'es pas prêt du tout. Quand je me vois, on me demande qu'un rire au début, je dis, mais je savais même pas ce que je foutais là, en fait. C'est-à-dire que je savais même pas, j'écrivais des phrases au pif, parce que de toute façon, j'avais que ça. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. C'est tout ce que j'avais comme grille de lecture. Et c'est différent aujourd'hui, ça veut dire que des jeunes qui débutent peuvent remplir des salles avec des les contenus réseaux, qui bien font sur... Ah oui, là, il y a un vrai... Puis il y a vraiment un relais maintenant, c'est-à-dire que les gens... la culture stand-up, elle est là, c'est plus une culture émergente du tout. Des fois, je vois encore des médias qui disent la nouvelle mode du stand-up. Oh là là. Ça y est, c'est comme les gens qui croient que le rap est arrivé hier, quoi. Tu vois, c'est un truc... c'est là, il y a un espace où on n'a plus vraiment besoin de la télé. Il y en a toujours besoin enfin, c'est pas besoin, c'est que c'est toujours un accélérateur. Tu peux t'en passer. Tu peux très très bien t'en passer. Moi, j'y vais presque plus du tout. Mais voilà, il y a encore des médias, radio, télé, etc., qui complètent ce que tu vas faire via les réseaux. Et sur les réseaux, ce qui est bien, c'est que c'est ton rythme. C'est toi qui choisis. T'es pas obligé de tout de suite montrer ce que tu fais. Après, en même temps, quand tu regardes, là, je regarde les très jeunes humoristes, ils font les mêmes conneries qu'on a fait il y a 10 ans. Tu vois, parce que t'apprends. Parce que t'apprends. À la différence qu'ils ont des podcasts, des Kif Taras, de tout ça, des nanas, où ils peuvent écouter et dire, il y a des gens qui ont réfléchi des années avant moi, je peux tirer des leçons de ça. Nous, vous, là, comme ça, là, en podcast, jamais de la vie, on avait ça. Ouais, c'est Nous, on vrai. avait Ardisson, nous. C'est vrai que ça n'aide pas beaucoup à se déconstruire. On fait comment avec Ardisson, nous? Sucé s'est trompé! Tu vois, tu vois. Mais c'est aussi ça, c'est que maintenant, il y a une place dans les médias pour cette réflexion-là. Vous avez des paroles, vous avez des tribunes. Début des années 2000, c'est qui les tribunes? C'est quoi? Ouais, c'est vrai que c'était pas la même chose. Non. Et tu vas pas démarrer par Frantz Fanon direct. Hein, tu vois, donc, Ça serait bien, hein? ça serait très bien. Mais voilà, à 16-17 ans, t'as peut-être pas les armes. Clairement pour, pas. Et puis c'était beaucoup moins accessible. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de pas parler de Frantz Fanon, c'est qu'aujourd'hui, tu peux voir parler de Frantz Fanon sur des réseaux sociaux. Donc son nom, tu peux être exposé à son nom. C'est ça. Avant, je Avant, crois que c'est- ses livres ouais. n'étaient même pas réédités. Non. C'était super compliqué de trouver même ses écrits, quoi. C'est fini mon procès? C'est bon? C'est bon, le procès Walidia est clos. Voilà. Verdict. On t'a quitté. Donc On a failli te cancel. Attends. Il y a une trappe en dessous. Les woke! Alors, on l'a dit, tu es désormais sur France Inter depuis 2020. Tu as dit récemment dans une chronique que tu as rebaptisé la station Blanche Inter. Ils n'ont pas aimé. Hein. Oh là là, on en parle encore. Donc, Blanche Inter, comment tu... Ils m'ont dit ça non, se fait- t'as comment ça tort, s'est parce qu'il y passé? a Nagui. Ils m'ont Attention. dit il y a Nagui, donc non. Il y a Sophia Aram aussi, t'abuses. Ça fait non, mais...
En fait, la vraie question, moi, pourquoi je parlais de Blanche Inter, c'était surtout pour les humoristes. Je me dis, c'est qui les humoristes? Et je dirais, ok, je suis là, il y a Jamil, il y a Sophie Aram, et voilà. Et il y en a 50, 60. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. Tu vois. Donc c'était ça, ma position. Non, mais après, évidemment qu'il y a des même si animateurs. t'enlèves les humoristes, enfin, c'est pas non plus. Non, mais à leur décharge, il y en a. Oui, Il c'est y en vrai. a plus que sur les autres radios. C'est vrai. C'est ce qu'elle a Ouais, c'est dit. vrai. Donc la Sybille Veil. voilà, Ouais, c'est ce qu'elle ouais. a dit en disant on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus mauvais élèves. Se comparer, si C'est très on se bizarre. compare aux personnes qui n'ont aucune diversité sur leur Oui, Bah c'est oui, dans leur facile. staff, sûr. c'est que c'est bon. Ouais, c'est clair. Mais Regarde CNews. Bah, même à ouais, CNews, voilà. ils ont du monde, hein, en Ouais, c'est vérité. ça. Ils ont Christine Kelly. Ouais, Sonia Mabrouk. Voilà. Donc, non, mais c'est ça. Et cette hypocrisie-là, elle m'énervait, quoi, de dire, c'est bon, les gars, on le sait. Même dans notre émission. Je l'ai dit à Charline, j'ai dit. Mais en plus, Mais ils le que savent. Enfin, deux. je vois pas. Enfin, c'est pas grave. Je veux dire, c'est juste constater une réalité qui correspond Oui, à ça ce que sont m'empêche les pas d'y médias aller, en hein, France, quoi. C'est ça. c'est pas grave. Ah bah hein, sinon, mais- ce serait compliqué pour Bah, eux s'ils n'y moi, allaient donc, pas là. mais je peux pas faire semblant de pas le voir. C'est ça Mais c'est bien, c'est ça en fait justement. Je pense que c'était aussi le projet de ta question. C'est, enfin, le voir, c'est un fait, mais le dire et en faire de l'humour, c'est quand même assez courageux et audacieux, quoi. Bah, tu sais, moi, je m'accroche toujours à la phrase de Guy Bedos, c'est « Je croirai en la liberté de la presse quand on pourra critiquer son journal dans son journal ». Donc, ce qui est vrai avec France Inter, et ce que je leur reconnaîtrai toujours, c'est que je peux leur mettre des coups de tête toute la journée, je peux le faire chez eux. Et ça, c'est pas partout. Ça, essaye ça à Canal, tu vas comprendre. Donc voilà, c'est très ambigu, France Inter. C'est-à-dire que t'as ça, cette réalité où c'est un manque de diversité, etc. Mais t'as cette liberté, mais on nous change de créneau, mais donc ça fait plein de mais, et tu te retrouves dans un truc, bah ouais, où tu le dis, quoi. C'est-à-dire que l'étape d'après de reconnaître, c'est agir, quoi. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir être conscient, de pouvoir le dire. Et après, il y a qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on embauche plus de gens? Est-ce que ça c'est comment se passe la photo de le selfie annuel sur la terrasse là? Surtout pas regarder la photo de la rédaction 2023 de France Inter, c'est à pleurer de rire. Et il y a 2 Renois au milieu. C'est l'inverse des photos de l'équipe de France de foot. Ils mettent les blancs autour des coachs, ils mettent tous les noirs autour. Voilà, c'est tout l'inverse. Et voilà, mais bon, je pense que, mine de rien, ces petites remarques-là, des Blanche Inter, des trucs qui après sont reprises, ça rentre. Je prétends pas que c'est moi qui vais faire changer quoi que ce soit. Mais tu contribues, Mais c'est là. La T'as question juste ta est posée, contribution. c'est après, vous faites ce que vous voulez. Donner une petite pichenette. Voilà, c'est ça. Donc on va faire aussi maintenant le procès des polémiques, Walidia. Parce qu'il y en a quand même pas mal. T'es content d'être venu. Tu sais, on va quand même, alors, j'aimerais bien t'inviter dans mon podcast, ça va être sympa. et C'est tout. hyper amical le C'est ton. sympa. Alors, en 2014, qu'est-ce que t'as dit? C'est un podcast ou c'est une garde à vue? Là récemment, en fin octobre, il y a eu une polémique sur France Inter autour de Guillaume Meurice. Le prépuce gate. Voilà. Il tient des propos concernant Benyamin Netanyahou. Il y a eu une sanction disciplinaire en interne à Radio France et une mise en garde de l'Arcom, qui est le gendarme des médias publics. Attention, Toi, tu... ouais. Et il a été Attention l'Arcom, les gars, putain. Parlez pas du GIGN de l'audiovisuel, putain. il a reçu une convocation de la police aussi, non? Ouais. Alors, cette convocation, je sais pas si c'est dû à la vanne ou si c'est dû à tout ce qui s'est passé derrière. Parce qu'il faut savoir qu'il a été menacé, les gens de l'émission ont été menacés de mort, etc. Donc, est-ce que peut-être réduire ça au fait, il a fait une vanne, il est convoqué par la police, j'en sais rien, tu vois, mais Ok. je pense que c'est un tout. C'est Ok. un tout C'est un contexte. pour un peu comprendre de ce qui se passe là, comment ça se fait, ils veulent vous tuer. Tu vois. Et puis toi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles du prépuce de Netanyahou? Pourquoi Ouais. tout ça? C'était pas, c'est pas nécessaire. Donc toi, tu fais une chronique à ce sujet en novembre 2023 et j'aimerais qu'on écoute un petit extrait de ça. Ils l'ont T'as pas. pensé à Jamil ou à moi, hein? Parce que nous, même si on est accusé d'antisémitisme par ricochet, on est foutus. Hein. Surtout Jamil, pour des raisons évidentes de sécurité. Parce que les propos antisémites des Blancs, ils ont droit à l'oubli. Regarde, même Jean-Marie Le Pen, condamné plusieurs fois pour antisémitisme, distributeur de champs de la Wehrmacht, de la vache... Voilà, j'arrive même pas à le dire. Ah bah ouais, enfin, c'est un professionnel qui Ouais, peut dire je ça. laisse faire. Aujourd'hui, ils s'interrogent s'ils peuvent l'inviter pour Shabbat.
Mais toi, t'as pensé qu'à ta petite gueule de batou vegan du 6e arrondissement avec tes chemises de prof de philo suicidaire, là, tu pouvais pas insulter les musulmans comme tout le monde, connard! Nous, les racisés, la comédie, non seulement on n'a pas le droit à la prescription, mais en plus, ce serait une haine du juif différente. Parce qu'il y a l'antisémitisme AOC, Drummond, Maurras, Pétain, Céline et tous les influenceurs en fafologie. Et il y a l'antisémitisme couscous, tagine, shorba, la chichagou judéophobie, là. Alors, on va pas se mentir, il y a aussi de l'antisémitisme de ce côté de la France, mais à ce que je sache, c'est pas Mourad Bakary qui gérait le fret à la gare de Drancy dans les années 40. Merci de pas vous débarrasser de vos saloperies historiques sur le dos des gens. Aujourd'hui, ça glorifie encore Pétain, ça réédite Céline et on s'étonne que l'antisémitisme perdure dans ce pays. Si vous voulez qu'on oublie les chansons, faut arrêter de vendre les best-of. C'est comme ça. Hey. Bah, c'est intéressant parce que du coup, tu dénonces aussi ce double standard qui peut exister, quoi. Oui, c'est parce que c'était ça, en fait, que je reprochais même à Guillaume, c'est de dire, tu sais très bien que si nous, on est taxé d'antisémitisme, c'est d'autant plus difficile de s'en défendre, comme si c'était automatique chez nous. Alors que pas du tout. Mais en même temps, je dis oui, il y en a, évidemment. Il y a des antisémites partout. Ce n'est pas lié à une condition, c'est lié à ce que tu penses du peuple juif. Voilà. Si tu penses que c'est des gens qui méritent pas d'être là, tu es antisémite. C'est très simple. Moi, c'est pas mon cas. Et c'est pas le cas de Guillaume Meurice non plus. Parce que faire des ponts entre Israéliens et tous les juifs et Netanyahou et tous les juifs, non. Et, c'est pas comme ça que ça marche. Et je le défendais aussi là-dessus. Surtout qu'il y a plein de gens qui tiennent des propos antisémites hyper graves et qui ne se prennent pas. Non. Tu vois, il y a Non, mais nous, c'est interdit. Nous, c'est interdit, tu peux pas. Et c'est ce que je disais, c'est le blanc antisémite, oui, ça va. Le Pen, ils sont encore en train de se poser la question, est-ce que, en vrai, est-ce que il était pas juste, il s'était pas embrouillé avec Moshe une fois, non, il était antisémite pour de vrai. Mais le fait qu'il se pose la question sur lui, et que sur une vanne de Meurice, il se pose pas la question, déjà, ça induit même que c'est pas les mêmes chez les blancs. C'est-à-dire qu'il va y avoir, si t'es d'extrême droite, ton antisémitisme est pas évident. Par contre, si t'es positionné à gauche, oui, là, il l'est. Mais c'est quand même un principe qui reste encore un réflexe chez certains d'accuser tout de suite d'antisémitisme alors que tu parles d'une décision d'un gouvernement. Alors oui, ces gens de ce gouvernement sont juifs, mais c'est pas la question. C'est les décisions, le problème. Et moi, ce que je trouve vraiment aussi important dans ce que tu dis, c'est que bien que vous soyez assis à la même table, toi et Guillaume Meurice, parmi les chroniqueurs de cette émission, il y a un privilège dont il dispose et que tu ne disposes pas, et que là, par le biais de l'humour, tu rappelles que c'est une réalité en fait, quoi, et que tu parles d'antisémitisme couscous, bon, t'as d'autres, le terme consacré, c'est couscous. C'est pas moi qui l'ai inventé, Ouais, je sais plus quel mec, je crois des Républicains. Perry. Non, c'est un chroniqueur de LCI qui s'appelle Pascal Perry. Bon, voilà. Un économiste, je crois. Donc, c'est ça la réalité. Et là. Ouais, et surtout que, moi, par rapport à ce qu'avait dit Guillaume Meurice, moi, je t'avoue que la mention du prépuce pour parler des juifs, je trouve que c'est, tu vois, pour le coup, je trouve qu'il y a un truc, toujours cette obsession, en fait, pour la circoncision. Je trouve que ça fait vraiment écho à des clichés antisémites. Et en même temps, voilà, il y a une vraie nécessité de critiquer Netanyahou. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les proportions que ça a prises sur lui, alors qu'il y a vraiment des gens qui ont des projets antisémites qui sont énoncés politiquement. Je pense à toute la clique de Zemmour, et que en fait ces gens-là sont invités partout, quoi. Oui, mais parce que nous, il y avait cette volonté parce que cette émission, en fait, c'est difficile de l'attaquer sans mauvaise foi. Je dis pas qu'on est parfait, on peut dire des conneries comme tous les autres, mais souvent, il faut une sacrée dose de mauvaise foi pour arriver à déclencher une polémique sur l'émission. Parce qu'avec tout ce qu'on dit, il n'y en a pas tant que ça, finalement. C'est clair. Il n'y en a pas tant que ça. Donc là, c'était l'occasion rêvée, dans la tension avec ce qui se passait à Gaza, etc., de dire là, c'est bon. Là, ils peuvent y aller en meute. De toute façon, les éléments de langage, c'était les mêmes chez tout le monde. Ils y vont tous, c'était coordonné, etc. Donc c'était l'instant. En fait, on attendait au tournant, quoi. Voilà, pour y aller. Pour y aller, et oui, la vanne, elle est discutable à 8 milliards de niveaux. À partir du moment où tu compares un juif à un nazi, tu vas avoir des soucis. Parce que c'est une rhétorique antisémite qui ne date pas de Guillaume Meurice. Elle est extrêmement, ça a été fait depuis très longtemps, et c'est un parallèle antisémite, et ça révèle ça, quoi. Et c'est ça qui est attaqué ici. C'est sûr, et c'est ça, c'est cette erreur-là qui a permis à tout le monde de s'engouffrer là-dedans. Et on a vu qu'après, c'était instrumentalisé, que ça n'avait plus rien à voir avec la défense des Juifs. Qui, d'ailleurs, beaucoup nous ont aussi parlé de ça, c'est-à-dire nous dire, on est très conscients. Ils pouvaient être à la fois blessés
par la vanne de Guillaume et être à la fois très conscient de l'instrumentalisation qui en est faite derrière. J'ai vu pas mal de tweets d'ailleurs de Ouais. personnes qui disaient que... Donc c'est ça, c'est que le problème c'est que eux ils prennent notre public pour des cons et ils se trompent complètement. Alors, tu as eu toi aussi quelques petits incidents polémiques. Alors, pour la promotion de ton spectacle Une heure à tuer dont on a parlé, tu n'as pas été autorisé à poser tes affiches dans le métro parisien car la régie publicitaire de la RATP a considéré que ton visuel, je les cite, présente un caractère public incompatible avec le devoir de neutralité qui s'impose dans les transports publics et pourrait être considéré comme diffamatoire ou injurieuse. Et ce qui était en cause, en fait, c'est sur le fait que sur ton corps, donc sur ton visage, étaient inscrits plusieurs messages. Et ce qui était en cause, là, c'est « Je suis comme l'IGPN, je ne suis pas là pour faire le procès des policiers ». Et en bas de ton cou, il y avait « Macron, c'est comme un père alcoolique. À la maison, il te pourrit la vie. Dehors, il te fout la honte ». Donc, bon, ce qui est génial, c'est que du coup, Qu'est-ce que je tes raconte vannes comme ont connerie. circulé beaucoup plus Ah oui, c'est que clair. si... parce que franchement, il fallait cligner des yeux bah, pour c'est- pouvoir lire le Ouais, texte c'est sur ton visage. Mais bon, comment tu l'as vécu? Ça, c'est quand même dingue. Bah, c'est un cas d'école d'effet stressant, hein. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux pas faire plus criant que ça. Donc, l'effet Streisand, pour ceux qui connaissent pas, c'est Barbara Streisand qui a voulu faire censurer une information qui la concernait, qu'elle trouvait problématique, parce que je crois que c'est des informations C'est privées. sur sa maison, je crois. C'est ça, il y avait sur des sa informations sur l'endroit où était située sa maison. Et en fait, elle a voulu faire bannir cette information, sauf qu'en fait, ça a donné de la visibilité à son adresse. Et en fait, c'est ce qu'on appelle désormais l'effet Streisand. Ouais, c'est ça. C'est de vouloir silencier quelque chose et qu'au final, ça fasse plus de bruit que ça. Alors, honnêtement, je trouve qu'ils sont un peu dans leur droit. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des prises de position. C'est pas écrit dessus en 5 mètres sur 5. Hein. Faut vraiment se concentrer pour les voir. Mais je pense que juridiquement, ils sont dans leur droit de la charte du truc, de la régie publicitaire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que j'ai pas aimé, c'est supprimer ça et on peut mettre votre affiche. J'ai dit, ben non. C'est là où tu me demandes de rentrer dans un moule qui n'est plus le mien. Mais moi, ce refus-là, je le savais depuis longtemps. Avant que Tu la l'avais polémique anticipé. sorte. Non, mais avant que nous, on avait présenté l'affiche comme ça. Ok. On s'est dit, peut-être ça passera pas. Mais j'ai jamais dit que c'était de la censure. C'est pas de la censure. C'est juste que ils sont frileux, ils sont dans leur charte, ils sont pas frileux sur tout. Oui, il y a de l'appréciation Ouais, laissée voilà. à ces personnes, en Voilà, fait. c'est Pascal Pro, ils te mettent normal sur Europe 1. Bon, c'est rien, c'est juste la gueule de Pascal Pro, mais c'est un C'est positionnement déjà un message politique très aussi, fort. qui est très fort, qui est pas explicite peut-être comme le mien, mais qui est très fort. Puis là, je sais plus ce qu'ils ont découvert. Alors, je veux pas dire de conneries, mais il y a eu un truc qui bosse avec une boîte d'extrême droite sur la Sécu, sur je sais pas quoi, qui est affilié. Bon, bref. Si vraiment ils voulaient se débarrasser de la politique au niveau de la RATP, il y aurait plein de trucs à faire. Déjà, il y aurait pas Castex en tant que chef. mais au-delà de ça, je leur en veux pas. C'est-à-dire que je suis pas en guerre avec la RATP. Moi, ils m'ont fait plus de bien que de mal. Je veux dire, on a économisé de l'argent, on a gagné de la com. Donc, refusez-moi tout le temps, les gars. La prochaine affiche, elle va être pire. Elle va être pire, juste pour avoir le refus. Mais voilà, donc, après, encore une fois, c'est quand tu places la satire au même niveau que le propos politique, c'est difficile de se positionner en « je suis Charlie » derrière, quoi. Tu vois, c'est plus ça qui m'a énervé que le refus en lui-même, où bon, je me dis, ouais, juridiquement, je pense qu'en vrai, si par exemple je décidais d'attaquer pour censure, je pense que je perdrais. Oui, parce qu'il y a un fondement, en fait, il y avait des règles. Et toi, tu es taxé de humoriste politique, ça te plaît, cette étiquette? Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques gaiement? Mais non, mais parce que le problème, en fait, moi, je le dis pas parce que si demain j'ai envie de faire un sketch sur les verres d'eau, je ferai un sketch sur les verres d'eau. Mais pour moi, le verre d'eau est politique. Mais tout à fait! Tu vois, l'eau arrive bien de quelque part, le verre est bien fabriqué quelque part, il y a des décisions, tout est un enchaînement de décisions politiques. Donc pour moi, humoriste politique, ça veut rien dire. Humoriste qui parle de la politique, oui, mais humoriste politique, ça n'a pas de sens, en fait. Même le mot homme politique n'a pas de sens. C'est le sens de la politique, c'est bon, régler les conflits pour éviter la violence, etc. On est tellement loin de ça. Aujourd'hui, c'est eux qui les créent, donc ça n'a pas ce mot-là n'a pas vraiment de sens, le sens du mot politique. Mais c'est surtout aussi une manière, quand on parle d'humoriste politique, c'est de dire il a un parti pris, il a un truc, ça fait un peu humoriste partisan. Non, je suis un humoriste. Je fais de l'humour. Alors, sur vous, parce que je trouve que c'est intéressant de parler de ce que vous nous racontez, avec des conneries que vous dites et des contradictions qu'il y a toutes les 24 minutes. Mais
Mais demain, si ça me saoule, j'ai aucun problème à passer à autre chose. C'est juste que là, c'est aussi ma manière des fois de lâcher certaines frustrations et puis d'accompagner, je pense, une espèce de colère collective, quoi. Eh ben merci, c'est une très bonne conclusion de cet épisode mi-procès, mi-conversation amicale. C'est pas grave, j'ai pas peur. Moi, j'y vais devant le juge, moi. Mais déjà, ils vont pas. Alors on rappelle que tu joues ton spectacle 1 heure à tuer, mais c'est pas la peine de chercher, les billets sont déjà tous vendus jusque juin 2024 à Paris, et t'as une autre date en 2025, donc si vous voulez y aller, c'est maintenant qu'on prend les places pour 2025. T'as mis sketch de Gaspard Proust. Ouais. Ah mais en fait on voulait le passer, tu veux l'écouter? Sketch de Gaspard Proust. Tu veux l'écouter parce qu'en fait vois on voulait l'écouter. Bon allez, non mais le mec il hijack notre vas-y, Il a pas le droit de lire les notes normalement. Faut passer au procès de quelqu'un d'autre ou quoi? Tu l'as mis en jaune fou. Vous allez les regretter, les sketchs avec l'accent de blédard de mon père quand vous allez voir Gaspard Proust. Bon, on va mettre le dernier son de Gaspard Proust. Mais ce que je sais, c'est qu'on est en France, c'est pas un pays raciste. Je le sais, parfois je l'éprouve au quotidien, parce que vous voyez, parfois je vais à la salle de sport et je tombe toujours, il y a un noir qui est là, toujours dans le même endroit, en train de faire du rameur. Du rameur. Quel est ton problème? Regarde, mais tu dis, mais c'est de la nostalgie ou quoi? Non mais... c'est une hypothèse. Un mec qui est là, femme, alors je réfléchis, je dis peut-être, si ça se trouve, c'est du masochisme, alors je vais vérifier, tu vois. Je suis là avec ma corde à sauter, je passe à côté et discrètement, et le mec il accélère. Et il me met extrêmement mal à l'aise. Parce que moi je suis là avec ma corde à sauter, mon t-shirt Zemmour président, bon. Je me dis, ce gars-là, il a un problème. Puis au bout de 2 jours, j'ai dit, il faut que je lui fasse quelque chose. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Alors au bout de 2 jours, je vais le voir. Je dis, c'est bon, arrête. Tu es libre. En fait, quand t'as mis, pour être très honnête, quand t'as mis Gaspard Proust, enfin quand tu m'as proposé qu'on écoute Gaspard Proust, je pensais à un autre sketch raciste. Ah, il en a plusieurs à son Et en fait, celui-là, je le connaissais pas, mais c'est incroyable. Ah, tu connaissais pas celui-là? Non, je le connaissais pas du tout. Donc on vient d'écouter un sketch de Gaspard Proust que tu cites dans ton interview dans Le Monde, justement, où tu dis « Ce n'est pas grave si on loupe une vanne, ce qui pose problème, c'est la volonté réitérée de stigmatiser une ou plusieurs communautés. » Et c'est là que tu cites ce sketch en disant que est-ce que ça l'a fait autant de bruit que celui de Guillaume Meurice? Non. Non, Alors que là, c'est explicitement et volontairement raciste. C'est-à-dire que Guillaume Meurice, il avait pas l'intention de chercher, en fait, de l'antisémitisme dans son public et d'activer ce levier-là. Alors que là, vraiment, Gaspard Proust a organisé son propos pour aller chercher vraiment le racisme de son auditoire, quoi. Ouais, tu vois, ce sketch-là, tu l'as découvert là. Ah non, mais alors que t'es pourtant sur la question du racisme, mais t'en as même pas entendu parler. J'en ai même pas entendu parler. Donc, c'est ce truc-là où ça commence à être très, très énervant. C'est affreux, de voir ce double standard-là, de dire, ok, donc ça nous a valu des menaces de mort et des médias à tire-larigot dans tous les sens pour une vanne, certes, interprétable à différents niveaux, mais qui n'est pas du tout. Non, mais là, c'est l'apologie d'un crime contre l'humanité, en fait. Dans le droit français, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Ouais. Donc là, vraiment, c'est... Et tu le sens, c'est con, hein, mais tu sens le racisme dans la prononciation du mot noir. Je te jure, écoute bien le truc. Parce que je dis souvent, les gens ils se posent la question, faut pas dire black, faut pas dire. Moi, je préfère un mec qui dit black qu'un mec qui dit noir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Ouais, je vois tout Black, c'est bon, il sait pas trop, tu vois. Mais... il essaye, en tout cas. Il dit, ouais, mais c'est cool, quoi, Black. Tu vois, il veut te montrer qu'il t'aime bien. Noir, il t'aime pas. Tu vois, et là, écoute bien sa façon de dire. Non, c'est vrai. Le noir, là. T'as tout compris. Et donc voilà. À cause de toi, on va finir l'émission sur Gaspard Proust. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, ça se passe jamais comme prévu. Eh oui, écoute, il existe. Hein, c'est clair qu'il existe. Il existe un peu trop. Bon, bah écoute, c'était très sympathique cet échange. Merci beaucoup. Merci Wally d'être là. Merci de m'avoir reçu. Donc si vous avez des commentaires, si vous voulez réagir sur tout ce qu'a dit Wally, vous pouvez, hein, il a l'habitude. Et vous pouvez nous écrire sur kiftaras@kiftaras.com, sur tous les réseaux avec le hashtag Kiftaras et le @Kiftaras sur X, Twitter, non, ça c'est la même chose, X, Facebook, Instagram. Et pensez évidemment à vous abonner à notre nouveau fil, à nous noter 5 étoiles de préférence, à laisser des commentaires, ça nous fait plaisir, on est super contente de les lire. Kiftaras est un podcast produit par nous-mêmes.
L'habillage sonore est concocté par Baptiste Mayoraz et l'univers graphique est signé Argo et Gwen GLM. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci, Wally. Et merci beaucoup. Merci Ardisson.